Salut tout le monde et bienvenue au podcast pour la route. Aujourd'hui, je me trouve toujours dans la région de la Huateca Potosina, une région plus montagneuse au nord-est du Mexique. Là, aujourd'hui, on campe en arrière d'un hôtel. On est dans une petite ville qui s'appelle Aquismón. Puis, on n'arrivait pas à trouver de camping ici où on pouvait entrer avec notre VR. C'était plus des campings pour les tentes. Fait que là, on a réussi à parler avec un hôtel qui avait un grand espace gazonné à l'arrière, très, très tranquille. Fait qu'on a pu s'installer ici pour la nuit. Puis là, on va rester une nuit supplémentaire parce que l'attraction qu'on va aller visiter dans les prochains jours, elle va être seulement accessible demain. Là, on est installé dans un grand terrain très gazonné. Il y a quelques chiens qui viennent nous visiter de temps en temps. Puis c'est drôle parce que d'habitude, les chiens errants au Mexique, c'est souvent tous des chiens qui se ressemblent un peu. Mais là, ici, c'est un husky et un beagle. Fait que des chiens de race. Mais je pense que c'est peut-être les chiens qui appartiennent au propriétaire de l'hôtel qui rôdent dans le coin. Le sujet d'aujourd'hui en est un très controversé. Je me considère vraiment pas comme un spécialiste parce que j'ai moi-même jamais eu de véhicule électrique de toute ma vie. J'ai déjà essayé la Tesla de mon frère. Mon frère possède une Tesla X depuis déjà quelques années. J'ai pu avoir l'occasion de l'essayer, puis c'est vraiment impressionnant. C'est une conduite complètement différente. Mais là, aujourd'hui, on s'attaque à une bête qui est pas mal, très, comme je disais, très controversée, le fameux Cybertruck, le véhicule qui ne fait vraiment pas l'unanimité au niveau de son style. Puis là, ça fait extrêmement longtemps que moi, j'ai placé ma précommande. En fait, au moment où ils ont annoncé le véhicule, après quelques secondes où le site était ouvert pour placer notre précommande, moi, je l'ai fait tout de suite. Ça coûtait juste 250 $ pour se mettre en liste pour réussir à avoir un Cybertruck. Je pensais être dans les premiers à l'avoir fait parce que je reloadais la page jusqu'à temps que ça soit disponible, mais il faut croire que je n'étais pas dans les premiers parce que je n'ai pas encore eu la notification comme de quoi je pouvais le commander. Et de toute façon, ça va être ça un peu le vif du sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que j'annule ma commande du Cybertruck? Parce que je dois vous avouer que j'ai été très, très déçu des premiers véhicules livrés, en fait, par les capacités qui étaient annoncées versus ce qu'ils vont avoir livré en bout de ligne avec le Cybertruck. Ça ne correspond plus vraiment à ce que j'attendais comme véhicule, autant en termes de capacité de distance qu'on peut parcourir avec la batterie, de prix qui a vraiment changé aussi entre-temps. Fait qu'on va couvrir tous ces sujets-là aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais m'embarquer un peu dans les plus et les belles innovations qu'ils ont réussi à faire avec le Cybertruck parce qu'ils ont comme détourné l'attention des capacités qui sont beaucoup moindres qu'annoncées par des petites innovations pour se différencier de la compétition parce qu'en bout de ligne, les capacités du véhicule sont très, très similaires à ce qu'on retrouve chez les autres camions électriques déjà disponibles sur le marché. Je parle ici du Rivian R1T et du Ford Lightning qui sont déjà disponibles depuis déjà quelques années et qui ont presque les mêmes capacités que le Cybertruck. Donc finalement, en bout de ligne, il se différencie plus par les capacités qui devaient être supérieures, mais par des petits avantages ou des petites nouvelles technologies qui font qu'il va être peut-être plus le fun à conduire, plus agréable sur la route. Mais ça me fait penser beaucoup, moi, je travaillais dans le domaine de l'hypothèque et il y avait Desjardins qui faisaient toujours ça, eux autres, créaient toujours des produits qui étaient incomparables avec la compétition, pas en termes de qualité ou de taux d'intérêt intéressant, mais toujours des termes différents qui vont faire que leur produit est dur à comparer avec la compétition. J'ai comme l'impression que c'est un peu ça que le Cybertruck, que Tesla a fait avec le Cybertruck, c'est de créer un véhicule qui ne se compare pas vraiment aux autres, donc il ne tombera pas vraiment en compétition avec les autres. Il va être vraiment comme dans une classe à part, même s'il a en bout de ligne à peu près les mêmes capacités que les autres, un peu comme Desjardins avec leurs taux et leurs produits un petit peu différents du reste de la compétition. Les petits éléments différenciateurs que j'ai bien appréciés sur le Cybertruck, il y a en premier lieu le steer-by-wire, la direction qui est vraiment différente de tous les autres véhicules sur le marché. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que le volant, qui est comme un genre de rectangle sur le long et non un cercle, la façon qu'on va conduire, c'est que quand on est à grande vitesse, quand on va tourner notre volant, ça va être un peu comme un véhicule standard, mais quand on va être à très basse vitesse puis qu'on va être, exemple, dans un stationnement ou un endroit où on doit vraiment faire un virage serré, plutôt que d'avoir à tourner notre volant puis faire 2-3 tours, là, on va juste tourner comme ça ou comme ça à 90 degrés dans chaque direction, puis ça va nous permettre d'aller chercher vraiment
toute la capacité de virage pour aller vraiment tourner, vraiment faire des virages serrés sans avoir à faire 3 tours de volant. Fait que ça, j'ai trouvé ça une très belle innovation, puis ça, on ne retrouve pas ça chez aucun des compétiteurs, autant dans l'électrique que dans les camions thermiques. Après ça, bien, il y a assurément la carrosserie entière du véhicule qui est extrêmement durable, en stainless, donc va être beaucoup plus résistante à la rouille et va être très, très résistante aux égratignures, aux bosses, Fait que pour ceux qui vont faire du hors-route avec ce véhicule-là, ça va être très, très intéressant parce qu'il va être beaucoup plus résistant à long terme. Puis la carrosserie devrait rester belle en théorie à plus long terme. Idéalement, peut-être mettre une protection par-dessus, soit un wrap ou quelque chose, parce qu'on dirait que les empreintes digitales, les empreintes de doigts semblaient marquer beaucoup vis-à-vis les portes. Fait que ça, il y a peut-être ce désavantage-là, mais ça y donne assurément un look incomparable et une résistance incomparable sur le marché par sa structure. Il y a aussi les vitres qui sont presque incassables. Puis ça, pour avoir fait beaucoup de routes, ça nous est arrivé très fréquemment d'avoir des bris de vitres sur la route. On reçoit beaucoup de petits cailloux puis un petit peu de tout. Fait que ça va assurément être intéressant pour les gens qui font beaucoup de grandes routes et beaucoup de routes de cailloux, routes de terre, parce que souvent on croise des camions puis ça nous lance plein de cailloux. Puis c'est presque immanquable quand on, exemple, quelqu'un qui veut aller en Alaska avec son véhicule, bonne chance pour revenir avec un pare-brise en bon état. C'est presque infaisable. Il y a la suspension à air qu'on retrouve déjà chez Rivian aussi, mais par contre, là, on vient chercher vraiment une garde au sol hyper haute pour faire du hors-route, fait que ça va vraiment aider. Puis là, je parle beaucoup de hors-route, mais à date, les vidéos qu'on a vues en hors-route, je ne sais pas si c'est que des gens qui faisaient par exprès pour le prendre dans les plus mauvais moments, mais ça ne semblait pas encore tout à fait à point. Mais je pense que Tesla, avec leur possibilité de faire des mises à jour à distance, vont probablement améliorer le comportement hors route à long terme. Puis le 4x4 du véhicule devrait être peut-être plus efficace avec le temps. Pour l'instant, ça n'avait pas l'air encore très, très convaincant. J'ai vu plein d'images de Cybertruck qui se font sortir par d'autres véhicules, mais c'était peut-être juste des véhicules d'essai qui avaient eu des problèmes ou quoi que ce soit. Ce n'était pas encore nécessairement des véhicules qui sortaient d'usine avec le produit final. Il y a des écrans un peu partout dans le véhicule de très grande taille, même en arrière pour les passagers, fait que c'est très, très cool. Il y a le cover de la boîte à l'arrière que je trouve très ingénieux et très cool aussi, parce que c'est vraiment un des enjeux quand on achète un pick-up, un camion, en arrière, la boîte, il faut toujours avoir quelque chose qu'on va acheter à part pour protéger notre équipement qu'on va mettre là-dedans. Puis Tesla, ils ont un couvercle qui est rigide, qu'on peut même marcher dessus, qu'on peut mettre jusqu'à, je pense, on peut embarquer debout sur le couvercle tellement qu'il est fait rigide. Puis il est très, très bien fait. Il y a aussi l'accélération qui est incroyable sur le Cybertruck. Il montrait, en fait, hier, j'ai vu une vidéo où il montrait que c'était un peu un piège, mais dans la vidéo de présentation du véhicule, il montrait le Cybertruck qui bat une Porsche 911 sur le quart de mille, mais en réalité, c'était plus sur le 1/8e de mille, c'était sur un demi-quart de mille, parce qu'en réalité, il y a une vidéo YouTube que j'ai écoutée qui nous démontre que c'est impossible que le Cybertruck soit capable de remorquer une Porsche 911 et de battre une Porsche 911 sur le quart de mille. Mais dans tous les cas, il reste que c'est un véhicule qui est hyper rapide. Mais quand on parle de camion, l'accélération, le 0-100 ou le quart de mille, c'est probablement la dernière chose qui m'intéresse de savoir, parce qu'on s'en fout. Parce que quand on tire une roulotte à l'arrière ou qu'on a un campeur sur le dessus, on va jamais rapidement, puis on fait pas d'accélération brusque comme ça. Fait que c'est vraiment pas quelque chose qui est important, du moins pour mes besoins. Passons maintenant au négatif, parce que là, je vous l'ai vanté depuis le début, mais il y a assurément son look discutable. Moi, personnellement, je le déteste pas. Il est très, très bizarre, je dirais. J'aime le devant, mais j'aime pas le derrière du design. La vue de côté, bien ça, c'est spécial, mais je dirais pas que je suis en amour, mais je trouve que le devant, il y a quand même de la gueule. Puis le look en stainless, le look futuriste, moi, j'haïs pas. Mais je suis conscient que c'est vraiment, c'est très divisé dans la population. La moitié des gens le détestent au plus haut point, puis l'autre moitié des gens, bien, même peut-être un peu moins que la moitié des gens, apprécient son look futuriste. Mais je pense qu'à la longue, à force d'en voir sur la route, les gens vont s'y faire, puis vont comme arrêter de vraiment avoir... C'est un peu comme le Pontiac Aztek, vous voyez, avec le temps, les gens ne le trouvent plus aussi laid qu'avant. Puis le gros négatif, honnêtement, c'est... en fait, il y a deux choses. Premièrement, la forme de la boîte en arrière, mais ça, on le savait déjà, mais la forme arrière qui est comme en angle,
rend ça très difficile parce qu'on ne pourra pas vraiment mettre des campeurs portés comme il existe déjà sur le marché. Ça va prendre vraiment des produits uniques sur le marché conçus pour le Cybertruck parce que les angles qu'il y a font que les boîtes campeurs dépassent sur les côtés des boîtes de chacun des camions qui existent sur le marché. Puis là, bien, ça ne sera pas possible. Fait que ça va prendre vraiment des campeurs spécifiques pour le Cybertruck. Mais le gros point le plus négatif, c'est les capacités qui ne seront vraiment pas à la hauteur de ce qui avait été annoncé initialement, autant en termes de payload maximum, de capacité de remorquage et surtout le range de la batterie, la distance qu'on va pouvoir faire avec le véhicule sur une charge n'est pas à la hauteur de ce qui avait été annoncé et ça me déçoit au plus haut point. Tantôt, on va comparer les trois véhicules, le Rivian, le Ford Lightning et le Cybertruck, puis vous allez voir que finalement, en bout de ligne, il n'est pas beaucoup meilleur que les autres, même si on est bénéficié de quelques années de plus pour le développer. Avant d'embarquer dans la comparaison de tous les véhicules, je tiens à remercier le commanditaire de cet épisode qui est Pièces d'auto économique. Pièces d'auto économique qui est un de nos partenaires depuis déjà quelques mois, qui ont travaillé avec nous pour la rénovation du Pontiac Aztek dont je parlais juste avant. Pièces d'auto économique, ça le dit dans le mot que c'est économique, mais les pièces d'auto qu'ils vendent là, c'est pas des produits qui sont cheap, ils ont les plus grandes marques au meilleur prix. Puis, on peut commander toutes les pièces sur le site web et se faire livrer partout au Québec. Donc ça, c'est super intéressant. On fait juste aller sur le site web, on peut choisir notre véhicule, puis on a accès à toute la panoplie de pièces qui est disponible. Puis là, bien, c'est l'hiver pour vous au Québec. Puis l'hiver, c'est important de laver son véhicule de temps en temps quand il fait assez chaud pour le faire. Ils ont tous les produits pour faire l'entretien de votre véhicule, pour le laver, pour le mettre beau. Donc, je vous recommande fortement une petite visite, soit sur le site web ou en magasin chez Pièces d'auto économique. Et merci beaucoup à eux de commanditer l'épisode. Passons maintenant à la comparaison des capacités de chacun des véhicules. Premièrement, le Cybertruck, qui va avoir une capacité de remorquage jusqu'à 11 000 livres. Et ce qui m'a le plus déçu, en fait, c'est le range de la batterie qui nous donne 340 miles annoncés. Donc ça, c'est dans les meilleures conditions, probablement avec une belle température, pas besoin d'air climatisé, pas besoin de chauffage, j'imagine, pour arriver à ces chiffres-là. Donc 340 miles, ça nous donne 547 km. Puis il y a une batterie, puis c'est là qu'ils ont vraiment joué avec les mots, parce que quand ils l'ont annoncé initialement, ils devaient avoir... Attendez une seconde. Il devait avoir combien au début? Il devait avoir 500 miles d'autonomie. Donc, on est quand même loin à 340, mais apparemment qu'il y aurait une batterie supplémentaire qu'on peut mettre dans la boîte qui va prendre un tiers de l'espace de la boîte. On n'a pas, en tout cas, moi, je n'ai pas réussi à trouver le poids de cette batterie supplémentaire-là. Puis elle va coûter 16 000 $ de plus que le prix d'achat. Puis ça va nous amener à 440 miles. Donc, malgré tout, on ne sera pareil pas aux 500 miles annoncés, mais on s'entend qu'avec cette batterie-là, on vient éliminer l'option d'avoir une boîte campeur dans la boîte parce que là, ça va venir utiliser notre payload. Donc, on va avoir beaucoup moins de capacité de chargement sur le véhicule. Puis non seulement ça va enlever la capacité de charge, mais aussi ça vient prendre un tiers de l'espace de la boîte au complet juste pour cette batterie-là. Donc, ça sera peut-être pour les gens qui veulent faire du longue distance, peut-être plus avec une remorque à l'arrière où ça pourrait être intéressant d'avoir cette option-là. Mais malgré tout, là, on va se retrouver avec un véhicule très, très dispendieux parce que là, le prix, on est plus autour du 100 000 $ US pour le véhicule. Donc là, si on vient rajouter un 16 000 pour la batterie de plus, puis c'est 16 000 US, on est rendu à 116 000 US pour un véhicule qui avait été annoncé au début à 60 000, à partir de 60 000 US. Donc, il faut garder en tête qu'il y a un gros écart. Je comprends qu'il y a eu de l'inflation entre-temps, mais reste que l'inflation n'a pas fait nécessairement doubler le prix des véhicules en 3 ans, 4 ans, je pense que depuis que ça a été annoncé. Fait que bref, ça m'a déçu un petit peu sur ce point-là aussi. L'accélération, par contre, va être incomparable avec les deux autres véhicules, avec le Rivian et le Ford Lightning, avec le 0-100 en 2,6 secondes. Puis le payload, ça, c'est un endroit où ils ont vraiment coupé beaucoup leurs chiffres. Puis j'aurais été étonné qu'ils l'atteignent parce qu'ils disaient au début qu'il allait avoir 4000 livres de payload. Donc le payload, c'est le poids qu'on peut mettre sur le véhicule. Donc si on veut mettre, exemple, une caravane portée dessus, un campeur, c'est ça le chiffre qu'on doit regarder. Puis là,
Initialement, il avait annoncé 4000 livres, mais finalement, ça va plus être 2500 livres, donc presque la moitié. J'aurais été étonné qu'il arrive à 4000 parce que 4000 livres, on tombe dans la catégorie des heavy duty, là, des gros camions comme moi j'avais, là, un 3500, que ce soit chez Ford, Ram ou chez GMC, on a à peu près ça, à peu près là, 4000 livres de payload sur un 3500. Si on tombe à un double roue, on tombe peut-être plus à 5000 livres. Mais en réalité, le Cybertruck va plus se classer dans la catégorie des 1500 avec un 2500 de payload. C'est à peu près comparable à un F-150 avec un towing package, là. C'est comme un peu entre un 1500 et un 3500, on va dire à peu près la capacité qu'il peut prendre la 2500, mais reste qu'on n'est vraiment pas au 4000 qui avait été annoncé au début. Puis le 4000 aurait fait qu'on pourrait avoir des campeurs du genre le Lucky Base Camp isolés avec des matériaux de qualité, tandis que là, à 2500, on tombe juste avec la possibilité d'avoir des campeurs plus légers, avec beaucoup moins d'équipement, peut-être pas isolés, peut-être pas avec des fenêtres en vitre comme nous on avait en vitrage double, isolé pour l'hiver. Fait que bref, ça vient éliminer un peu la vie à temps plein dans un campeur porté pour ce véhicule-là. Ça peut se faire peut-être en allant vers le sud puis avoir un véhicule vraiment plus lightweight, mais bref, c'est un peu moins intéressant. Puis là, tantôt, je parlais du range maximum de la batterie. On disait qu'on peut se rendre jusqu'à 547 km avec le Cybertruck. Bien, si on prend en considération qu'on veut faire de la van life ou soit avoir un campeur porté ou avoir une caravane à l'arrière, une roulotte, bien là, on va probablement perdre à peu près un 30 de notre capacité. Fait que là, ça va nous amener à 382 km d'autonomie. Fait que ça ne nous permet pas de faire des très, très grosses journées de route, là. Si on prend, je vais en parler peut-être tout à l'heure un peu, là, mais bref, moi, c'est peut-être pas assez pour mes besoins d'avoir juste une capacité de 380 km là, pour une journée de route. Si on compare à ça, le Rivian R1T, qui lui peut aussi remorquer exactement la même capacité que le Cybertruck, 11 000 livres, un 0-100 en 3 secondes, donc un petit peu plus lent, mais on s'entend que c'est vraiment pas un facteur très important. Lui, il a un payload maximum de 1764 livres, donc un peu en bas du Cybertruck, et une autonomie maximum de 659 km. Et si on y enlève à peu près son 30 si on est en remorquage, on tomberait à 461 km, donc plus d'autonomie que le Cybertruck. Fait que ça, j'étais quand même très déçu qu'avec 3-4 ans de plus pour développer leur véhicule, Tesla n'arrive pas à une capacité de batterie avec un range meilleur que le Rivian R1T. J'étais un peu déçu. Ensuite, si on tombe avec le Ford Lightning, lui, il a 320 miles d'autonomie, donc 514 km. Si on y enlève son 30 aussi, comme les autres en remorquage, on tomberait à 359. Donc, ce serait lui qui aurait la moins longue capacité, mais c'est aussi lui qui est le moins cher des trois. Ensuite, lui, il fait son 0-100 en bas de 4 secondes, 10 000 livres de remorquage et le payload 2235 livres. Fait que lui, il se trouve un petit peu au-dessus du Rivian, mais en bas un peu du Cybertruck. Donc, les avantages du Cybertruck, c'est sur son payload où il y en a un petit peu plus que les autres. Il est un peu plus rapide. Il y a tous les avantages que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il est un peu mieux, mais il se retrouve à être beaucoup plus cher que les deux autres quand même. Fait que malgré tout, on paye pour ce qu'on a. Fait que je dis pas que c'est un mauvais achat d'acheter le Cybertruck, mais pour nos besoins, je pense pas que ça sera suffisant. Je veux juste voir dans mes notes. Ah, ben c'est ça. Si, pour nos besoins à nous, quand on va prendre la route avec un véhicule comme ça, bien, ce serait soit avec un campeur porté ou soit avec une roulotte à l'arrière. Si on a un campeur porté, bien, les deux vont à peu près avoir le même effet parce que le campeur porté, il va nuire un peu plus à l'aérodynamisme parce qu'il souvent va, à moins qu'on prenne un pop-up là, qui est vraiment très low profile puis qui ne dépasse pas du véhicule, mais si on veut vivre dedans à temps plein, ça va prendre idéalement un campeur qui dépasse un peu comme le Lucky Base Camp ou comme le Palomino qu'on avait avant. Ça va prendre quelque chose de sur-mesure qui n'existe pas encore sur le marché, mais ça pourrait se faire. Mais on s'entend qu'on risque de couper notre autonomie quand même d'à peu près 30 à cause de la perte en aérodynamisme versus avoir une roulotte en arrière qu'on remorque. Si on considère qu'on a une remorque à l'arrière, parce que les campeurs, pour l'instant, ça ne sera peut-être pas une option très, très intéressante là, avec le Cybertruck, bien là, avec une remorque à l'arrière, si on fait 380 km à peu près d'autonomie, puis ça, c'est en amenant notre batterie vraiment à zéro, chose qu'on ne fait pas vraiment normalement quand on a un véhicule électrique. On va essayer de rester dans un range entre 20 et 80 de ce que j'ai pu comprendre pour ne pas nuire à la longévité de notre batterie de 1, puis de 2, pour accélérer la recharge, parce qu'entre 20 et 80, la recharge est beaucoup plus rapide
que les derniers pourcentages qu'on veut aller chercher sur notre batterie. Fait que si on se dit qu'on va faire peut-être à peu près 250-300 km de la shot, fait que ça veut dire qu'une journée typique d'un voyage sur la route avec un Cybertruck, avec une roulotte à l'arrière, exemple, nous amènerait à avoir au moins 2 ou 3 arrêts dans la journée de recharge. Puis à chaque fois, étant donné que présentement, il n'y a pas beaucoup de chargeurs qui sont adaptés à avoir une remorque à l'arrière, à chaque fois, il faudrait dépiner la roulotte, repiner, puis après ça, reprendre la route. Pour moi, c'est trop de manipulation et c'est trop de temps perdu dans une journée. Peut-être que si vous êtes retraité ou si vous êtes en vacances et vraiment pas pressé, peut-être que ça peut vous convenir de faire des journées qui ressemblent à ça de route. Mais de mon côté, vu que c'est notre travail de voyager puis qu'on doit se rendre à des destinations des fois en roulant un peu plus vite, bien, pas nécessairement en roulant plus vite, mais en faisant moins d'arrêts puis en parcourant le plus de distance possible dans notre journée, c'est peut-être pas assez. J'ai l'impression que moi, le sweet spot, il aurait fallu qu'on dépasse au moins le 400 km, peut-être 500 km avec l'autonomie d'une seule charge, surtout si on doit décrocher la roulotte à chaque fois entre chaque arrêt. Je pense qu'à 500 km, ce serait peut-être le spot où moi, je serais prêt à faire le changement vers un véhicule électrique avec une roulotte à l'arrière. Que ce soit les deux autres véhicules non plus, je pense qu'il n'y en a aucun présentement qui est peut-être prêt sur le marché à un mode de vie nomade ou à voyager à temps plein avec. Par contre, je pense que pour des gars qui sont sur la construction puis qui vont le prendre pour 1 ou 2 voyages par année à l'extérieur, c'est parfait comme véhicule, puis l'autonomie est parfaite pour ces gens-là. Je parle vraiment dans notre cas d'utilisation où nous, on est presque sur la route à temps plein à l'année, puis qu'on fait des grandes distances. Là, vous voyez, on est rendu au Mexique. Puis au Mexique, entre autres, les chargeurs sont plus éloignés. Il n'y en a pas partout encore. C'est pas aussi bien développé qu'au Canada et aux États-Unis. Puis encore là, même au Canada et aux États-Unis, on parle de des véhicules qui sont conçus pour faire du hors-route. Bien, hors-route, l'autonomie de la batterie va chuter plus rapidement. Il n'y a pas de chargeur dans le bois, là, fait que quand faut que tu calcules mieux tes déplacements. Fait que je pense que pour diminuer l'anxiété entre les chargeurs, ça va prendre un petit peu plus de range que ça pour que ça convienne à un mode de vie ou un mode de voyagement comme nous, on le fait. Je pense, si je regarde un peu le futur, là, moi de mon côté, le type de véhicule qui va mieux se porter au voyage, je pense que ça va être les vannes électriques. Là, pour l'instant, il n'y a que le Transit électrique qui est disponible sur le marché. Je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent là, bientôt. Le Sprinter électrique qui devrait être disponible, ou il est peut-être déjà disponible au moment où on se parle, mais je sais qu'il devrait avoir un bon 400 km aussi d'autonomie. Mais là, ça va peut-être être plus intéressant parce qu'avec une vanne, on n'aura pas besoin de décrocher une remorque. Ça va pouvoir se stationner directement, puis les recharges vont être plus faciles. Fait que je pense que peut-être que la transition électrique, si on a à la faire, nous, de notre côté, ça sera peut-être dans les prochaines années vers une vanne électrique plutôt qu'un pick-up électrique avec une remorque à l'arrière ou avec un campeur porté. Je pense que ça va plus être faisable d'avoir peut-être une vanne électrique avec, si possible, j'adorerais avoir un 500 km d'autonomie, mais je pense qu'un 400 km d'autonomie pourrait être correct parce que là, ça va être plus facile de s'arrêter puis de ne pas avoir de remorque à décrocher et raccrocher à chaque fois. Je pense que là, ça pourrait se faire. Fait que c'est ça. Pour l'instant, je pense que c'est le Cybertruck, je ne penserais pas l'acheter quand mon tour va venir pour l'instant. Je l'aurais acheté les yeux fermés s'il était venu avec exactement ce qui avait été annoncé initialement, autant au niveau du prix qu'au niveau des capacités qui étaient annoncées. Mais là, on n'a aucun des deux. Peut-être que si les capacités avaient été là, mais que le prix avait été plus dispendieux, je l'aurais peut-être acheté quand même. Mais là, il n'y a aucun des deux. Puis ça m'a bien gros déçu. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y avait des millions de personnes qui avaient placé leur dépôt. Je pense qu'il y en a énormément qui ne vont pas l'acheter finalement. Surtout après avoir attendu tout ce temps-là. Moi, ça m'a bien gros déçu parce que je me disais, ça a été long avant qu'il sorte officiellement. Puis Elon Musk, il a teasé le monde. Ça a été hyper... une longue attente. Là. Il devait être sorti déjà depuis quelques années. Fait que moi, je me disais probablement qu'ils ne sortent pas parce qu'ils n'arrivent pas encore aux capacités puis ils veulent absolument atteindre les capacités qui avaient été annoncées. Puis finalement, bien, ils nous sortent ça 4 ans plus tard à peu près avec pas pantoute ce qui avait été annoncé à un prix beaucoup plus cher, avec des features qui n'avaient pas été annoncées initialement puis que personne n'avait vraiment demandé. C'est cool là, d'avoir le steer-by-wire, puis c'est cool d'avoir une carrosserie puis une vitre incassable, mais c'est pas ça que les gens voulaient. Les gens voulaient
la plus longue capacité de batterie. Ils voulaient avoir un véhicule qui va avoir le 4000 livres de payload. Puis finalement, c'est pas ça qu'il y a. Fait que bref, un peu décevant. Je serais curieux de savoir de votre côté dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. De un, au niveau du look, seriez-vous prêt à le conduire malgré tout? De deux, est-ce que les capacités annoncées, ça vous conviendrait, vous? Seriez-vous prêt à faire des journées de route un peu comme je l'ai décrit en décrochant votre roulotte puis en la raccrochant à chaque fois pour pouvoir voyager 100% en électrique? Parce qu'il y a aussi le volet écologique de tout ça. Quand on voyage au Québec, bien là, notre énergie est verte, mais quand on voyage dans d'autres endroits aux États-Unis, il y a souvent de l'électricité qui n'est pas verte non plus, donc c'est pas nécessairement beaucoup plus green de s'acheter un Cybertruck puis de voyager dans des États ou des endroits où l'électricité est produite par le charbon ou par le diesel ou par d'autres moyens qui ne sont pas nécessairement plus écologiques. Fait que bref, qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-moi ça dans les commentaires, lançons la discussion, puis est-ce que le Cybertruck vous intéresse malgré tout? Moi, de mon côté, je pense que je vais patienter encore, puis ça sera peut-être plus une vanne électrique, le premier véhicule électrique qu'on pourra voyager à l'intérieur. Fait que ça complète pour mon sujet du jour. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!